Fil croisé par Ian Gordon. Vous écoutez le podcast The Untold Mysteries avec Dan Rogers. Et bonsoir à tous, il est minuit pile et vous êtes à l'écoute de The Untold Mysteries enregistré ici à Point Arena en Californie. Si vous tendez bien l'oreille ce soir, vous pourriez entendre le bruit de l'océan, le ressac qui vient frapper à ma porte. À moins qu'il ne s'agisse d'autre chose. Oh, j'espère que non. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, laissez-moi me présenter brièvement. Je m'appelle Daniel Thomas Rogers et je travaille dans le milieu de la radio depuis presque 20 ans. Je consacre l'essentiel de mon temps à la poursuite du surnaturel, la haute étrangeté, la cryptozoologie, appelez ça comme vous voulez. Le nord de la Californie ne manque pas de ce genre de choses. Le mont Shasta, supposé entrée de la terre creuse, comme certains le prétendent, la forêt nationale de Trinity, le foyer du légendaire Sasquatch. Je vous renvoie au film de Patterson-Gimlin, une image vaut 1000 mots. Il y a quelque chose dans cet endroit. J'ai passé de nombreuses années à explorer ce grand état, et j'ai rencontré mon lot de choses étranges et merveilleuses, et je ne plaisante pas. Bon, laissez-moi me servir une petite tasse de café. Alors, où allons-nous ce soir ? Permettez-moi de planter le décor. J'étais assis ici à contempler l'immensité de l'océan et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à la longueur incroyable du littoral ici à l'ouest, à tous ces points d'entrée possibles vers notre vaste pays, aux horreurs inconnues qui pourraient rôder au fond du Pacifique, à la possibilité troublante que des léviathans se glissent, rampent nuit après nuit jusque dans nos petites communautés, s'attaquant aux plus faibles, aux plus vulnérables, escortant les milliers de disparus signalés chaque année vers ces profondeurs insondables, sous les vagues. Et je peux vous dire que j'ai vu des choses étranges, rejetées par la mer sur nos plages de temps à autre, la plupart du temps mortes, je dois l'admettre, mais ça laisse songeur. Le mystère de ce soir concerne une autre émission très semblable à celle-ci, The Devil's Hour, animée par John Leighton Price, un homme que je porte dans mon cœur. Je doute que vous en ayez entendu parler. L'émission a été diffusée dans les années 70 à l'autre bout du monde. La station était modeste, installée dans un ancien hangar à bateaux près du port dans la petite ville d'Amble, au Northumberland, en Angleterre. Dans les années 60, le site avait servi de station côtière surveillant la mer du Nord. L'émission passait le dimanche soir, à ce que son nom suggère, minuit. Et pendant 60 minutes, Price discourait sur les phénomènes étranges dans le nord-est de l'Angleterre, invitant les insomniaques locaux à appeler pour partager leurs expériences troublantes. Et puis, il y a eu une nuit glaciale de l'automne 78. Les choses ont pris une tournure étrange. J'ai récemment mis la main sur un enregistrement de l'émission en question. Un enregistrement que je vais vous diffuser ce soir en intégralité. Il m'est parvenu sur une bande magnétique. J'ai eu un mal de chien à la transformer en numérique. Des montages ont été nécessaires et évidemment, la bande est bourrée d'artefacts. Mais autant que je puisse en juger, rien d'essentiel ne manque à la diffusion originale. C'est un document parfaitement digne de Untold Mysteries. Mais, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole. Faites-vous votre propre opinion. L'enregistrement commence maintenant et restez avec moi pour mes remarques de conclusion. Bienvenue dans The Devil's Hour. Ah, quelle nuit froide et venteuse en plus. On enregistre des rafales d'environ 80 km/h, directement venues de la mer du Nord. Je voudrais pas me trouver là dehors, je vous assure. Dieu seul sait ce qui peut bien voyager sur le dos de ces vents. Pour l'instant, l'électricité tient le coup. Et j'ai de sources sûres la confirmation que le central téléphonique fonctionne parfaitement. Je prendrai donc vos appels dans un instant, mesdames et messieurs. Mais d'abord, laissez-moi jeter un œil à mes notes. Alors, voyons voir. J'ai ici quelques signalements à vous partager. Le 13 octobre, Janice Richardson, qui faisait son jogging le long de Walworth Beach, rapporte avoir aperçu une lumière vive planant au-dessus de Seton Point. Je cite.
Elle est restée immobile pendant une dizaine de minutes, puis elle est partie brusquement vers l'est, en direction de la mer. Je n'ai encore rien vu de tel de toute ma vie. C'était comme un projecteur aveuglant et impossible d'en déterminer la taille. Elle changeait constamment de couleur, bleu, blanc, bleu, blanc. C'était tout simplement stupéfiant. Stupéfiant, c'est le mot, Janice. Je serais bien incapable d'imaginer ce que cette chose pouvait être. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la plage de Seaton Point, faites-moi signe si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel lors de vos prochaines visites. C'est la première fois que j'entends parler de lumière dans le ciel à cet endroit. Ensuite, 17 octobre. Peter Hindley, en randonnée près de Linhope's Pulp, affirme avoir dû battre en retraite après avoir aperçu, je cite toujours, une créature trapue à 4 pattes buvant dans le bassin au pied de la cascade, totalement dépourvue de poils, avec des oreilles pointues, comme un diablotin ou quelque chose dans ce genre. J'aime pas beaucoup ça, Peter. Un diablotin. Linhope revient régulièrement dans nos discussions, mais je n'ai jamais entendu parler d'un diablotin là-bas. Encore une fois, chers auditeurs, si vous envisagez une randonnée dans ce secteur, restez vigilants. Et vous connaissez le mantra. Ne randonnez jamais seul. Encore un autre témoignage. J'ai ici une lettre de Gerald Kaldenbranck, de Felton. Elle dit ceci. Monsieur Price, je suis un auditeur régulier de votre émission et je vous félicite pour vos efforts constants visant à mettre en lumière les phénomènes déroutants qui semblent si fréquents ici dans le Nord-Est. Votre reportage du mois dernier concernant le marionnettiste de Powburn est aussi éclairant qu'il est dérangeant. Penser qu'un individu aussi banal puisse être capable de telles atrocités fait froid dans le dos. Pour ma part, j'éviterai à l'avenir ce tronçon précis de la A697. Laissez-moi en venir au fait. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je suis un homme qui apprécie une promenade du soir avec ses chiens. J'ai 2 setters irlandais, 2 boules d'énergie tous les deux. Nuit après nuit, ils ont l'habitude de m'entraîner vers un terrain découvert connu localement sous le nom de The Wash. C'est une étendue plate, à peu près de la taille de 2 terrains de football, bordée de buissons sur tous les côtés. La nuit dernière n'a pas fait exception. Il était environ 18 heures et le jour déclinait rapidement. Les chiens sont partis en courant, faisant ce qu'ils font d'ordinaire. Et moi, de mon côté, je les ai suivis tranquillement, profitant de l'air frais. Environ 1 minute plus tard, les chiens sont revenus en trombe vers moi, la queue entre les jambes, la tête basse. Ils gémissaient. C'était évident que quelque chose n'allait pas. En 6 ou 7 ans, je ne les ai jamais vus aussi soumis et aussi terrifiés. J'ai remis les laisses et j'ai scruté les environs à la recherche de quoi que ce soit d'anormal, et là, je l'ai vu. Devant moi, au milieu du champ, flottait un objet argenté parfaitement sphérique. Il faisait environ la taille d'une petite voiture. Sa surface était terne, non réfléchissante, presque banale. Un bourdonnement sourd en émanait, et je la sentais dans le creux de mon estomac. Je me sentais nauséeux, légèrement désorienté, et pourtant je me rendais compte que je m'en approchais, comme attiré malgré moi. Sans les chiens, j'aurais peut-être continué à avancer. Mais ces 2 bestiaux de Spanner et Wrench semblaient repoussés par l'objet, et ils ont tiré violemment dans la direction opposée. Je les ai laissés faire. À cet instant précis, l'objet a disparu, sous mes yeux. Une seconde, il était là, la suivante, il n'y avait plus rien. Aussi simple que ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Je sais qu'il y a eu des signalements similaires plus au nord, le globe de Wooler me vient à l'esprit, mais jamais à Felton. J'hésite à retourner à The Wash, même si je me sens raisonnablement en sécurité avec mes chiens. Je me demande si le fait de partager mon expérience dans The Devil's Hour pourrait éveiller quelque chose chez vos auditeurs. Continuez votre excellent travail et merci pour votre temps. Gerald Kaldenbranck. Eh bien, merci de nous avoir écrit, Gerald. Et oui, cela rappelle fortement le globe de Wooler, bien que votre témoignage diffère sur un point. L'objet produisait un son, alors que le globe était réputé pour être totalement silencieux. Quoi qu'il en soit, c'est un témoignage troublant. Une rencontre qui perturbe des chiens, et nous en avons déjà parlé dans cette émission, ce n'est jamais bon signe. Je suppose que nous devrions prendre quelques appels. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs?
Si vous avez déjà rencontré une sphère flottante, qu'elle soit argentée, en forme d'œil ou autre, appelez-moi, toujours au même numéro, celui que vous connaissez. J'aimerais beaucoup vous entendre, et je suis sûr que M. Calderbank aussi. Felton n'est qu'à une courte distance en voiture d'Humble. Il n'est pas impossible qu'un tel objet soit déjà passé au-dessus de la station à un moment ou à un autre. Il pourrait même être en train de flotter au-dessus du bâtiment en ce moment même. Voilà une pensée. Peut-être pas, mais... Excusez-moi, j'ai un appel entrant. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour. Ici John. Mike? Mike, c'est toi? Ici John Price. Vous êtes bien à l'antenne de The Devil's Hour. Tu t'es trompé de numéro, Mike. Tu vas pas me croire. Je répète. Ici John Price. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour. Oh. Eh bien, veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Certainement un croisement de lignes. Enfin bref. Encore un signalement ici. Toujours à Linhope Spout. Un certain Peter Hilley affirme avoir été contraint de battre en retraite après avoir aperçu ce qu'il décrit comme, je cite, une créature trapue à quatre pattes buvant dans le bassin, totalement glabre, avec des oreilles pointues. Comme un diablotin ou quelque chose de ce genre. Je n'aime vraiment pas cette histoire, Peter. Un diablotin. Linhope revient régulièrement dans nos discussions, mais je n'ai jamais entendu parler de diablotin. Encore une fois, nos éditeurs, restez vigilants si vous voulez randonner dans ce coin-là. Et vous connaissez le mantra, comme toujours, ne randonnez jamais seul. Ah oui. J'ai également une lettre de Gerald Calderbank de Felton. Bon, je pense que le moment est venu de prendre quelques appels. Qu'en dites-vous, mesdames et messieurs? Si vous avez déjà rencontré une sphère flottante, argentée, en forme d'œil ou autre, appelez-moi. J'adorerais vous entendre. Felton n'est qu'à une courte distance d'Humble. Il n'est pas exclu qu'un tel objet ait surveillé la station à un moment donné. Il pourrait même être suspendu au-dessus du bâtiment à l'instant même. Ah, j'ai un appel entrant. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour. Ici John. Mike? C'est moi, Philippe. Désolé, je crois que vous vous êtes encore trompé de numéro. Écoute, je dois parler doucement. Il est dehors. Qui est dehors? Tu devrais le savoir maintenant. Excusez-moi, qui êtes-vous? À qui croyez-vous parler? C'est moi, Philippe. Eh bien, je suis désolé, Philippe, mais vous n'êtes pas sur la ligne de Mike. Ici, c'est John Price, l'animateur de l'émission The Devil's Hour. Chut, chut. Il est dehors. Qui est dehors? Philippe, où êtes-vous? Allô? Il a raccroché. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Avons-nous un plaisantin parmi nous? Non, ce ne serait pas la première fois. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ce soir? Pardonnez le silence, mesdames et messieurs, mais j'attends des appels. D'ordinaire, il y a la queue à cette heure-ci. Soit je diffuse dans le vide, soit très peu d'entre vous ont envie de parler ce soir. Attendez. Non, j'ai un appel entrant. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour, et c'est John. C'est encore moi, Philippe. Désolé, j'ai dû raccrocher. Il s'approchait un peu trop près, pour être honnête. D'accord, je vous écoute. Qui s'approchait trop près? Le roi. Le roi, oui. Il est dehors. Et... laissez-moi vous dire une chose. Il est bien réveillé. Le roi? Où exactement? À une centaine de mètres environ. Il glisse sur les vagues. Ses yeux brillent dans le noir comme des étoiles en ambre. Il m'observe. Il a l'air de m'évaluer. Et où êtes-vous? Où pensez-vous que je sois? À l'étage, près de la fenêtre de la chambre. Je fais de mon mieux pour éviter son regard. C'est peine perdue. Il sait que je suis là. Ses yeux voient dans le noir. Vous êtes sur la côte?
La maison, oui. Qu'est-ce qui va pas chez vous ce soir? Vous n'êtes pas très clair. C'est sans doute parce que je ne suis pas Mike. Pas Mike? Mais votre voix est la même que Mike. Je m'appelle John. John Price. Et pour la 3e fois, vous êtes tombé sur l'émission de radio The Devil's Hour. La... Quoi? Une émission de radio. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Jamais entendu parler. Bon, c'est bien possible, mais je crois qu'il est temps de libérer le... Il a raccroché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez délirant. S'il ne se moque pas de moi, pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas d'appeler quelqu'un d'autre? Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Vous pouvez appeler à tout moment, vous connaissez le numéro. Bon, si vous écoutez l'émission ce soir, puis-je vous demander de m'appeler rapidement, simplement pour confirmer qu'il n'y a aucun problème sur la ligne. Je préfère éviter de passer le reste de l'heure à négocier avec un plaisantin. C'est un silence de mort ce soir. Je ne crois pas une seule seconde que je parle dans le vide. Voyons si je peux passer un appel sortant. Patientez un petit peu, mes amis. Mon ami de Morpeth ne répond pas, mais au moins je sais qu'il n'y a pas de problème avec la ligne. Bon, il semblerait que notre mystérieux correspondant soit la preuve du contraire. Alors, plaisantin ou pas, il a mentionné un roi d'une certaine sorte. Quel était ce récit, déjà, du dieu poisson? Voyons voir. J'ai toute une documentation sur le sujet. Ah, oui, le voilà. L'île de Seacliff et le roi dormant. Il existe un ouvrage sur le sujet écrit par Paul Harris. Certains d'entre vous le connaissent-ils? Il y est question d'un culte peu connu qui serait actif sur Seacliff. On l'appellerait l'ordre du dormeur. Ces adeptes vénéreraient une sorte de dieu poisson qui rendrait visite à l'île tous les 50 ans environ. Cela pourrait-il être le même roi que celui évoqué par notre mystérieux correspondant? J'en doute. La dernière apparition supposée de cette créature, si ma mémoire est bonne, remonterait à la Seconde Guerre mondiale. Et de toute façon... Ah, je crois qu'un appel est entrant. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour, ici John. Bonjour, John. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, nous y voilà. Je suis désolé, John. Mes appels continuent d'arriver chez vous. Forcément. Si vous continuez à composer mon numéro... Je suis désolé, John, mais je dois parler doucement. Le roi... Il est encore plus proche maintenant. Qui est ce roi dont vous parlez sans cesse? On l'appelle le roi serpent. Il vit dans les parties les plus profondes de l'océan et les plus froides. Il communique avec les hommes dans leur sommeil à la recherche de proies appropriées. Des solitaires comme moi, des rêveurs. Et il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. À quoi ressemble-t-il, à part ses yeux de couleur d'ambre? Je ne distingue pas grand-chose ici. Mais je peux vous dire une chose, il est énorme, colossal. Il ondule dans les hauts fonds, son regard fixé sur la maison. Vous avez déjà vu un navire en mer la nuit? Eh bien, il se dresse dans l'obscurité comme une montagne ancrée au fond de l'océan. Il ne trahit pas sa nature. Voir cette masse de loin, depuis la terre ou la mer, c'est se retrouver face à quelque chose en soi-même. Cette peur inexplicable de l'inconnu. Le roi et le navire, ses yeux sont les feux de navigation. Et il arrive. Il arrive pour moi. Très bien, mon ami. Une imagination débordante à ce que je vois. Mais laissez-moi vous rappeler que... Ce n'est pas une plaisanterie. Il est dehors. Oh, si seulement je pouvais vous le montrer. Si seulement il faisait un bruit. D'accord, d'accord.
Admettons un instant que je vous crois. Où êtes-vous situé exactement? À Craster, au bas de South Acres. Oui, je connais Craster. Quand avez-vous vu cette chose pour la première fois? Il y a environ 3 semaines. Les nuits claires, je m'assieds dehors et je regarde la mer. Je fais ça depuis des années. L'océan m'a toujours fasciné, surtout la mer du Nord. C'est un privilège de vivre ici. Eh bien, par une nuit particulièrement claire, il y a 3 semaines, j'ai aperçu quelque chose à l'horizon. Ce n'était guère peu qu'une silhouette, un immense volume découpé à contre-jour par la lune qui se levait derrière lui. J'ai tout de suite compris que ça ne pouvait pas être un bateau. C'est bien trop sinueux, montant et descendant avec la marée, et beaucoup trop massif, comme une sorte d'anguille de la taille d'un paquebot. Et à partir de cette première apparition, j'ai remarqué les lumières ambrées, les yeux du roi à la recherche de sa proie. Depuis, je le vois toutes les nuits. Il émerge des flots après la tombée du jour, avançant lentement vers moi, de plus en plus grand, et ses yeux de plus en plus brillants. Où est-il maintenant? Il est proche. Il est si proche que je peux le sentir. C'est l'odeur des profondeurs. Oubliez l'odeur d'œuf pourri. La sienne est celle de la chair en décomposition. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est réellement? Je vous l'ai déjà dit. C'est le roi serpent, le dernier survivant des terres englouties. Il bouge. Il bouge à nouveau. Allô? Philippe? Il a encore raccroché. Eh bien, qu'est-ce que nous sommes censés penser de tout ça, mesdames et messieurs? Le roi serpent, ça ressemble beaucoup au serpent de Midgard, Jormungand, de la mythologie nordique. Ah, où est Thor quand on a besoin de lui? Je ne sais pas pour le roi serpent, mais le temps se gâte sérieusement dehors. La station vibre littéralement. Vous entendez ça? Un instant. Bon Dieu, c'est l'apocalypse là dehors. Peut-être est-ce l'heure du Ragnarok? Eh bien, Philippe, si vous respirez encore, et si vous vivez vraiment au bas de South Acres à Craster, restez loin des fenêtres. Cette tempête pourrait les faire voler en éclats, et j'adresse le même conseil à tous ceux d'entre vous qui vivent sur la côte. Je me demande si ce n'est pas pour cette raison qu'il est... Ah, un autre appel. Vous êtes à l'antenne de The Devil's Hour, ici John. Mon Dieu, il sort de l'eau. Il sort de l'eau. Il est gigantesque. Philippe? Philippe, c'est bien vous? Vous êtes toujours là? C'est une tour. 100 pieds de haut au moins. Je n'ose pas regarder par la fenêtre. Je ne peux pas supporter qu'il pose les yeux sur moi. La maison est balayée par un projecteur. Écoutez, vous l'entendez? C'est un murmure. Une psalmodie. Il chante quelque chose. Il va s'abattre sur la maison à ma recherche. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je peux aller? Un instant, Philippe. Chers auditeurs, y a-t-il quelqu'un près de Craster? Quelqu'un peut-il s'y rendre? Si cet homme est réellement en danger... C'est trop tard pour ça, John. John. Je n'entends plus rien. C'est silencieux. Je crois que le moment est venu. Philippe? Philippe, restez où vous êtes. Ne bougez pas. Il est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? La ligne est morte. Et voilà. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En creusant davantage le sujet, j'ai découvert les éléments suivants. Price quitta la station et a pris la décision risquée de braver la tempête, monta dans sa voiture et entreprit
de rouler les 13 miles jusqu'au village de Craster, un lieu réputé pour la pêche. À son arrivée, aucun signe ne laissait penser que quoi que ce soit d'inhabituel se soit produit dans le secteur de South Acres. Il rentra donc chez lui pour la nuit, convaincu d'avoir été la victime d'un canular soigneusement orchestré. Les vérifications ultérieures du matériel et des lignes téléphoniques de la station n'ont rien révélé d'anormal. Un grand nombre d'auditeurs réguliers de Price le contactèrent également pour lui dire qu'ils avaient tenté d'appeler le 29 octobre, mais qu'ils n'avaient rencontré qu'un signal occupé. The Devil's Hour continua d'être diffusé pendant encore 3 ans avant que Price ne décide de tirer sa révérence en 81. Le mystérieux correspondant, Philip, fut régulièrement évoqué dans l'émission au cours des années, souvent pour le plus grand plaisir des auditeurs, qui considéraient sa supposée rencontre avec le monstre marin comme, je cite, le mystère le plus grand et le plus palpitant auquel le diffuseur ait jamais été confronté. Mais il y a un rebondissement. Price ne parvint jamais à se défaire de l'idée que Philip ait été réellement en danger ce soir-là. Ce soir où les sons entendus en arrière-plan avaient été la preuve de quelque chose de très tangible, de terriblement réel. Et ainsi, chaque année, le 29 octobre, à partir de cette diffusion de 78, Price se rendait à Craster, juste après minuit, et arpentait South Acres, l'œil tourné à la fois vers la mer et vers les quelques cottages qui avaient une vue dessus. Dans un journal intime qu'il tenait, il écrivit à propos de ses excursions nocturnes, je cite, « C'est cette intuition qui me ramène ici année après année. Philippe vit-il dans l'un de ces petits cottages. Si j'avais autre chose qu'un simple pressentiment, je frapperais à chaque porte. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? On me prendrait pour un excentrique. Non, il vaut mieux rester dans l'ombre, observer de loin, comme le roi. » Fin de citation. Ce qui nous amène à la conclusion la plus choquante. C'était le 29 octobre 1988, 10 ans plus tard. Aux premières heures du matin, une violente tempête balaya le nord-est de l'Angleterre. Une tempête qui fut inexplicablement baptisée la tempête serpent. À la suite de ce déchaînement, un cottage situé au bas de South Acres, à Craster, fut découvert avec des dégâts considérables. Une grande partie de l'étage supérieur avait été arrachée et vraisemblablement emportée par la tempête. L'occupant du cottage, un certain Philip Pritchard, dont on détermina par la suite qu'il se trouvait bien chez lui la nuit de la tempête, fut déclaré disparu peu après. Un événement déjà déroutant, rendu encore plus troublant par la découverte d'un corps sur la plage face à la maison. Il s'agissait de John Leighton Price, qui aurait apparemment succombé à une crise cardiaque au cours de la nuit. Un dernier détail présente un intérêt tout à fait particulier. Un ami de Pritchard, un certain Michael Fish, je vous jure que je n'invente rien, déclara plus tard qu'il avait tenté d'appeler Philippe à plusieurs reprises cette nuit-là, mais qu'il était tombé sur un signal occupé à chaque fois. Étrange, n'est-ce pas? Et voilà toute l'histoire. Philip Pritchard était-il simplement un plaisantin, ou bien a-t-il réellement été pris pour cible, puis dévoré par un monstre marin? Si cette seconde hypothèse est vraie, alors qu'est-ce qui est venu le chercher? Le roi dormant de Seacliff? Price développa cette théorie dans son journal, mais estima qu'il y avait trop peu de preuves pour l'étayer. Le serpent de Midgard issu de la mythologie nordique lui traversa de nouveau l'esprit, mais il jugea finalement cette idée trop extravagante. Je doute qu'on le sache un jour. Je doute que nous découvrions ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est sûre, c'est un sacré mystère. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Comme toujours, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Rejoignez-moi la semaine prochaine lorsque nous aborderons un cas d'erreur d'identité dans un nouvel épisode des Untold Mysteries avec moi, Dan Rogers.